Écoute, Giovanna, comment est né ton combat, ton envie militante? Est-ce que tu peux partager quelques éléments de ton histoire qui ont fait que tu t'es destiné à lutter contre l'exclusion? Bon, moi, je reviens de très loin, dans tout le sens du terme. Et je pense que quand j'ai commencé mon parcours de transition à l'âge de 12 ans en Colombie, il n'y avait rien en termes d'information, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet en vrai. Donc, les références sur les parcours de transition étaient totalement inexistantes. Donc, c'est vrai que c'est la première réflexion de bon, je initie tout seul de façon très empirique un parcours de transition, la prise d'hormones. Et puis par la suite, j'apprends ma séropositivité aussi dans les années 90, pardon, dans un moment où il n'y a rien pour traiter le VIH. Et puis je vais migrer très vite en 93 en Italie. Je décide de faire le travail du sexe. Je découvre en Italie un contexte extrêmement raciste, xénophobe, très putophobe et aussi très transphobe. Et donc, toutes ces expériences, aussi dans une période où l'épidémie du sida a frappé beaucoup l'humanité, mais aussi les populations qui sont le plus en bas de l'échelle des personnes discriminées, notamment à ce moment-là, et aujourd'hui encore, les femmes trans, travailleuses du sexe, et très exposées au risque de contamination du VIH. Donc, toutes ces séries d'événements ont marqué mon existence concernée, et aussi parce que j'étais témoin, mais en même temps, j'étais tout le temps dans quelles sont les stratégies des luttes à mettre en place. Je n'appellerai pas ça la résilience, je pense que j'appellerai ça plutôt comment, dans le temps, avec toutes ces expériences, j'ai développé des stratégies de résistance, puisque c'est plus qu'est-ce qu'on a fait jusqu'au présent pour arriver à se tester. Et je pense que c'est ça qui a animé vraiment cette volonté de militer, pas par passion, mais parce qu'il fallait une stratégie personnelle, mais aussi plus tard dans un sens de conscience communautaire collective. C'est passionnant et du coup tu dis dans ces stratégies de résistance, on va parler des stratégies associatives, collectives, politiques. Avant ça, toi au niveau personnel, comment est-ce que tu as fait? C'est quoi les stratégies de résistance que tu as pu trouver dans ton parcours à différents moments ou différents endroits? Je pense que la première, c'est face au rejet familial. Quand tu commences un parcours de transition très très jeune et que tu es rejeté par tes familles, que tu te retrouves à vivre à la rue, comment tu développes aussi un sentiment de stratégie pour pouvoir rester protégé, mais en même temps aussi rester dans un esprit heureux, d'aimer, continuer à aimer la vie, de continuer à aimer l'autre, ta famille aussi, malgré vraiment la violence qui exerce ce genre de rejet. Plus tard, face au VIH, c'est confronté à un système de santé en 96 à Rome en Italie, quand tu vois à la télé que pour la première fois, il y a une émission qui dit on va mettre en place les premiers antirétroviraux expérimentaux parce qu'a priori ça marcherait, mais il n'y a pas des études chez l'homme, mais on va le mettre en place. Et donc, l'Italie, à ce moment-là, dit on va le mettre aussi en place, mais la question de qui peut accéder à ces traitements, ça se pose. Moi, je me suis retrouvé face à l'hôpital San Galliano à Rome, en Italie, où je suis allé pour bénéficier de ces premiers traitements, où je me suis retrouvé face vraiment à un médecin qui m'a dit non, c'est hors de question, on ne va pas vous donner à vous les antirétroviraux, c'est d'abord pour les Italiens. Ensuite, on verra. Mais en plus, on ne va pas vous donner à vous des médicaments, étant donné que c'est à cause de vous aussi qu'on est face à cette épidémie. Donc, voilà encore pourquoi il faut résister, pourquoi il faut se mobiliser. Et j'ai trouvé les solutions que je ne peux pas développer, mais finalement, j'ai appris comment revenir à cet même hôpital avec des arguments plus juridiques, et j'ai poussé pour que finalement ils me prennent en charge. C'est ça qui s'est passé en réalité. Et donc là, je deviens une actrice un peu
Déjà à l'époque, la médiation en santé, ça n'existait pas. La notion des pairs aidants, ça n'existait pas non plus. Mais j'étais déjà dans cette approche. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à utiliser la troisième personne. Parenthèse pour dire qu'à l'époque, on n'allait pas dire ouvertement je suis séropo, même à l'intérieur de ta communauté, parce que les stigmas étaient violents. Et donc, j'ai utilisé la troisième personne. Je connais quelqu'un qui a été à cet hôpital, qui ceci, cela, il faut y aller. Et donc, je commence à être relais. Voilà une stratégie aussi de résistance face à cette épidémie à l'intérieur d'une communauté qui avait beaucoup plus peur que le reste des personnes. Et voilà, et progressivement aussi face à la répression du travail du sexe, la violence policière, comment faire face, comment commencer à penser une régularisation, comment s'opposer à un avis d'expulsion en déposant un recours. Et progressivement, toutes ces expériences font que voilà, ça devient des stratégies de résistance et que ce sont des stratégies de résistance politiques plus qu'autre chose. Tu évoquais la pérédance. Alors la pérédance, c'est intéressant de savoir que c'est né donc le fait d'aider quelqu'un dans une posture soignante en utilisant son savoir expérientiel, donc sa connaissance de la maladie. C'est vrai que la pérédance, elle est née de l'expérience du VIH, et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, elle se développe beaucoup en santé mentale, notamment ici, on a la chance d'avoir Maison Perchée, qui est vraiment une des figures de ce mouvement-là en France parmi d'autres. Mais c'est intéressant de voir aussi effectivement ces analogies qu'il peut y avoir d'une discrimination à l'autre. Et ensuite, du coup, tu fondes Accept Tester, alors dont l'acronyme, c'est donc Action concrète, conciliant éducation, prévention, travail, équité, santé et sport pour les personnes transgenres. Est-ce que tu... Je ne veux pas faire court parce que la stratégie est longue. Effectivement, tu vas nous développer. Alors justement, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme, et c'est quoi les actions que justement, quelle stratégie tu as mis en place au niveau politique? Alors, il n'y a rien qui se cache derrière, mais il y a vraiment une stratégie pour qui on a mis en place en 2010. Je commencerai pour dire que la première chose qui m'a motivé aussi à créer Accept Tester, c'est que jusqu'au-là, en 2010, le VIH était une maladie mortelle. Et c'est à partir de 2010 à peu près que le VIH commence à évoluer vers une description d'être une maladie chronique, avec beaucoup d'effets positifs et négatifs. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à ce moment-là, pour moi, les personnes trans, notamment travailleuses du sexe et migrantes, étaient considérées par la santé publique comme des cibles sanitaires. Et pas des personnes à prendre en charge, et pas des personnes pour lesquelles on pourrait offrir des vrais protocoles de qualité de service, notamment dans les services de soins. Et pour moi, effectivement, ça a été ma première revendication majeure pour créer Accept Tester. Nous voulons travailler pour améliorer la qualité de vie, la qualité de soins de la communauté trans en général et pour la communauté la plus défavorisée. Par la suite, effectivement, on a fait tout le nécessaire pour que des médiatrices se forment, moi en premier, médiatrice en santé, et notamment des médiatrices en santé pairs, c'est-à-dire aussi des patientes expertes sur la question du VIH et sur la question du parcours de santé des personnes trans. C'est ça qui a été ma première démarche pour créer Accept Tester. Et je pense que pour moi, l'intention majeure, c'était placer la légitimité, c'est-à-dire l'expertise. Nous ne sommes pas des cibles, nous ne sommes pas des racontes, nous sommes aussi des livres d'expériences de vie qui peuvent aussi apporter beaucoup aux politiques publiques et aussi, par conséquent, participer vraiment à réduire les dégâts des épidémies, du VIH et de la COVID, comment ça se passait après, etc. Donc, aujourd'hui, Accept Tester, c'est un projet global qui a 23 personnes salariées, qui a 18 personnes trans qui portent tous les projets de l'association, des projets qui sont développés pour, et aujourd'hui on suit un peu plus de 3000 personnes trans par an. On a toute une série des pôles d'action, le pôle santé prévention,
On offre du dépistage rapide dans nos locaux et dans des actions hors les murs un peu partout, dans les lieux de rencontre et même aussi sur Internet. On a une permanence psy tous les lundis au local qui permet d'accueillir les personnes le plus en détresse émotionnelle. Et puis, on a une série de médiatrices en santé qui assurent des permanences hospitalières dans différents hôpitaux aujourd'hui, partenaires de l'association. Et on a aussi tout un dispositif d'accompagnement social où effectivement la recherche du travail, l'ouverture des droits sociaux, tout ça c'est accompagné dans ce dispositif. On a tout récemment ouvert, grâce au FAST qui a été créé en 2020, un dispositif d'hébergement autonome. On a 3 maisons qui hébergent aujourd'hui des personnes trans 18-30 ans, 30 ans, 50 et des personnes trans beaucoup plus âgées, des personnes qui sont vraiment victimes des rejets familiaux ou des personnes trans vieillissantes, par ailleurs, qui sont dans une situation d'irrégularité sur le territoire, mais qui ont vécu ici pendant 50 ans de leur vie, des fois, qui ont passé toute leur vie ici, qui aujourd'hui, à l'âge adulte, ils vivaient au Bois de Boulogne dans des tentes. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une série aussi des projets de recherche qu'on a mis en place, puisque jusqu'à pas très longtemps, il y avait 0 données pour vraiment dire quel était l'impact de l'épidémie du sida de la communauté trans, l'impact des violences, de la pauvreté, de la précarité, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on a aussi développé toute une action pour travailler sur l'épanouissement des personnes trans. On a un créneau piscine qui est autonome depuis 5 ans, où les personnes trans peuvent venir bénéficier d'un truc qui est banal pour beaucoup de monde, mais qui, pour les personnes trans, qui doivent exposer leur corps, peut être très, très violent face au regard des gens. Donc voilà, aujourd'hui, l'association, avec le FAST, a développé un outil de stratégie de résistance contre les problématiques de la précarité matérielle, qui répond aux bénéfices aux besoins les plus essentiels, mais de façon très rapide. Donc voilà, aujourd'hui, Accepteste, c'est une référence sur le plan national. C'est l'association LGBT et trans la plus structurée, la plus grande, qui a tant de salariés dans un truc pareil pour une vraie association de santé communautaire, où pour nous, je pense que là où je centre aujourd'hui cette invitation, c'est que nous ne travaillons pas en réalité contre la transphobie en soi. Nous travaillons pour améliorer la qualité mentale des personnes, pour le bien-être psychologique des personnes. Tout ce que nous mettons en place, c'est au bénéfice aussi de l'espérance de vie et d'une espérance de vie épanouie pour cette communauté. Ce qui est très inspirant, c'est qu'on voit bien que c'est un peu les mêmes logiques qu'on peut aussi appliquer pour les personnes concernées par un trouble psychique, c'est-à-dire certes la prise en charge avant tout médicale, mais aussi sociale, l'accès au logement, le travail, la protection des droits. Tout ça, on voit bien que c'est des déterminants qui sont communs et ça ramène à la notion aussi d'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on peut être victime de transphobie, mais aussi de xénophobie et de psychophobie. Alors, c'est important de le rappeler, la transidentité n'est pas une maladie. Ça a été maintenant complètement écrit par l'OMS, que ce soit une maladie psychique ou physique. Ceci et ça a été rappelé également par la HAS qui récemment a vraiment donc la haute autorité de santé qui a mis en avant le fait de respecter avant tout l'autodétermination des personnes trans. On sait néanmoins que effectivement dans le parcours des personnes trans, ils et elles ont pu affronter à un moment des discriminations, voire des violences. Toi, du coup, c'est vraiment dans une optique d'améliorer la qualité de vie. Est-ce que pour toi, il y a des choses spécifiques du point de vue de la santé psychique qui n'ont pas forcément été prises en compte, ou des choses que tu vois qui reviennent régulièrement dans ton travail de médiatrice santé pair, vraiment du point de vue de la santé psychique, ou que ce soit en termes de stress ou de répercussions des violences? Alors, la communauté trans en général,
je commencerai pour dire que la question trans, c'est une question aussi des classes sociales. Quand une personne trans évolue dans un milieu favorisé, je dirais pas bourgeois, mais où il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de manque, et en plus, si la personne est accompagnée, aimée par son entourage proche, elle ne sera pas confrontée aux mêmes dégâts, des discriminations et des violences sociales, économiques et autres. En revanche, la question se pose, qu'est-ce que fait son temps pour vraiment garantir une bonne santé mentale pour les personnes trans les plus défavorisées. Et c'est là où la question des multiples précarités, ça se pose. Et la précarité affective, c'est vraiment le centre de la question. Parce qu'une personne trans qui est rejetée par sa famille, qui est née dans un milieu pauvre, qui après il doit commencer le travail du sexe à 12 ans, qui est très exposée aux violences et qui à l'âge de 20 ans, elle a déjà porte des séquelles des violences et des agressions, qui se retrouve déjà contaminée au VIH même aujourd'hui en 2025. Et en plus, je pense que la précarité affective sur le plan aussi vie de couple et vie de famille, ça se pose beaucoup sur ces sujets-là, que fait son temps pour améliorer vraiment tout ça. Et puis, quand cette population-là ou cette personne-là sont confrontées à se sentir dans le besoin de transitionner à niveau de leur propre genre, et en plus, savoir qu'elles sont aussi atteintes de maladies mentales avérées ou diagnostiquées, face à un système qui ne propose rien, en vrai, pour bien accompagner, si ce n'est que valider. C'est-à-dire, tu es malade mental, tu ne transitionnes pas. Tu es travailleuse du sexe, tu es une cible sanitaire, etc., etc. Donc, tout ça, ça cause énormément de dégâts sur le plan psychiatrique, sur le plan émotionnel. Mais pour moi, la cible majeure, donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est aussi travailler sur la vie affective, en fait. La vie affective et la vie sexuelle, et l'épanouissement des vies de couple dans la communauté. Et c'est ça qu'on met de plus en plus en place. Et je pense qu'il y a eu un changement positif, malgré un contexte transphobe international en ce moment qui est vraiment très visible. Je pense que beaucoup de monde a vu passer des messages qui viennent des États-Unis, très, très violent sur le plan il faut enlever le travail aux personnes trans, il faut les États-Unis aujourd'hui jouent un rôle transphobe très, très, très important sur la santé mentale des personnes trans. Et donc voilà, la question de cette évolution, comment on l'aperçoit, c'est qu'à cette testé depuis qu'on a commencé à travailler sur la vie affective et sexuelle des personnes trans. Parce que quand une personne trans est séropo et qui rencontre un partenaire, c'est difficile de lui dire que tu es séropo. La disabilité de la séropositivité, c'est quelque chose de très violent. Encore plus quand ça peut être tout de suite interprété, tu t'es contaminé parce que tu étais une pute et parce que tu n'as pas utilisé des outils de prévention et parce que tu es irresponsable. Donc, ça joue beaucoup sur le vrai équilibre de comment est-ce que je m'aime, mon propre estime de moi, mais aussi comme l'autre va m'aimer et comment j'ai envie aussi d'être en couple et d'être aimé et respecté. Aujourd'hui, il y a une vraie évolution. Tous les ateliers qu'on a mis en place à l'association commencent à donner vraiment des résultats. Il y a de plus en plus de personnes trans qui sont dans une situation d'épanouissement parce qu'ils ont réussi à être accompagnés par des dispositifs de l'ASSO, entre psy, médecins infectiologues, qui travaillent ensemble aussi pour accompagner cette notion de décivilité, mais aussi de bien accompagner les couples des personnes trans aussi ou des personnes trans ensemble. Voilà, donc je pense que c'est sur ce sujet-là sur lequel il y a un enjeu majeur sur comment faire évoluer les représentations, parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que un couple gay, un couple lesbienne, c'est normal. Mais quand il faut un homme cis notamment qui vit dans une réalité hétéronormée très violente
très machiste et qui se retrouve à vivre avec une femme trans, comment faire changer les représentations pour lui, pour son entourage, mais comment bien assumer aussi que si elle aime cette femme trans, l'assumer, comment bien l'assumer, comment l'accompagner. Oui, c'est vrai que c'est très important cette notion de précarité émotionnelle et puis finalement de lutte contre la solitude qui est clairement un des déterminants majeurs de la santé mentale. On rappelle aussi au passage que aujourd'hui, par rapport à la question du VIH, le fait d'avoir un traitement contre le VIH et d'être indétectable, donc de ne pas avoir de virus actif circulant dans le sang, empêche la transmission. Parce que c'est vrai que ça a été beaucoup sur ça initialement que c'est clairement construite à un moment la sérophobie et donc la différence aussi à vivre en couple lorsqu'on est vivant avec le VIH. Alors au festival, on a environ un tiers de personnel de santé et d'étudiants en santé. Est-ce que tu aurais un message ou quelque chose que tu souhaiterais vraiment adresser par rapport à justement peut-être des spécificités ou juste en fait de dire voilà comment on pourrait améliorer aussi les choses pour la prise en charge, notamment du point de vue psy, mais encore une fois, il y a des choses qui relèvent de spécificités liées à la transphobie, mais aussi d'autres qui relèvent pas du tout, parce qu'en fait, on peut avoir une dépression et être une personne trans ou de schizophrénie être une personne trans. Donc, ce serait quoi le message important pour toi pour continuer à progresser justement là-dessus? Peut-être que le premier message à faire passer, c'est d'abord il faut arrêter d'accompagner les personnes trans en mettant une approche de validation du physique. Il faut écouter les personnes et même celles qui n'ont pas encore commencé un parcours de transition. Demain, tu te présentes devant un psy, tu dis que tu veux commencer un parcours de transition féminin, c'est-à-dire prendre des oestrogènes. Voilà, écouter ça, savoir interpréter ça, savoir le accompagner et pas le valider dès le début comme étant peut-être une incohérence parce que peut-être votre corps est trop carré, vous ne serez pas une belle femme. Donc aujourd'hui, l'approche, elle est là, elle est centrée sur ça en fait. Et donc, pour moi, accompagner aussi les personnes trans sur le plan de la santé mentale, c'est aussi travailler sur les facteurs qui relèvent et qui préconstruisent la transphobie en soi et les facteurs matériels, les facteurs de la précarité, tout ce qui compris la précarité socio-émotionnelle. Je pense que tant que le psy ne prendra pas en compte toutes ces questions périphériques et qui se centrera juste sur vous voulez être une femme, vous voulez être un homme, et de chercher à confirmer un diagnostic juste centré sur le vouloir être, je pense que le psychologue, il passe sur le savoir-être lui-même, c'est-à-dire comment je peux vraiment accompagner, mais aussi comment faire émerger tout ce qui pourrait être dangereux pour la personne en termes d'incitation au suicide, parce que le taux de suicidalité chez la communauté trans aujourd'hui est vraiment 50% beaucoup plus élevé que la population en général, mais c'est dû au fait que, effectivement, on n'écoute pas vraiment et on ne travaille pas sur les facteurs qui prédéterminent la transphobie en général dans tout le système de santé, dans toute la société en général. Je pense que pour moi, le message principal à faire passer, c'est effectivement ça. Oui, et c'est important de le rappeler. Effectivement, les personnes trans sont plus souvent victimes de suicidalité, que ce soit effectivement d'idées suicidaires ou de passage à l'acte suicidaire. Et un des moyens de l'apaiser, qui n'est pas le seul, c'est le parcours de transition. Donc c'est aussi pour ça que c'est important effectivement d'avoir cette vision globale dans la prise en charge. Tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, le contexte, on va dire, international et politique. C'est vrai qu'on a l'impression d'être à un moment assez paradoxal où on a l'impression qu'on n'a quand même jamais eu autant de visibilité
sur les questions de transidentité, de personnalités aussi célèbres. Alors ici, à Popepsi, c'est vrai qu'on utilise beaucoup et qu'il y a un nombre aujourd'hui comme la chanteuse pop Kim Petras ou la fille de Elon Musk qui est une jeune femme trans et en même temps aussi en revers de ça une libération d'un discours qu'on pensait plus du tout actuel et plus possible. Toi alors qui a vraiment une personnalité très positive et optimiste, on l'entend vraiment. Comment justement tu vois cette période? Est-ce que c'est un passage obligé? Est-ce que comment tu vois un peu l'avenir sur ce sujet-là? Je pense que c'est à partir dans le passé et jusqu'à pas très longtemps, ce sont vraiment les mêmes discriminations qui ont permis aux personnes trans de pouvoir sortir de l'ombre, de se mobiliser, de développer leurs propres stratégies associatives et autres. Donc, je pense que je pourrais dire que nous, les marges ou la marginalité, ce sont notre point de départ, mais pas notre destin. Et à partir de ça, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, ils essayent de nous renvoyer à nouveau aux marges, à la marginalité. C'est ça que ça se passe. La visibilité qu'on avait jusqu'à pas très longtemps, c'était une visibilité très centrée sur la partie génitale des personnes trans et sur le fait de promouvoir une idéologie comme quoi les personnes trans seraient atteintes d'un trouble psychiatrique. Tout ça, aujourd'hui, tu l'as bien dit, c'est pas forcément totalement du passé, mais il y a eu des instances, il y a eu des avis. Maintenant, on compte sur l'application de tout ça. Et on est là pour vraiment faire évoluer ces pratiques. Là où le dangereux, encore une fois, transphobe, violent, qui pourrait vraiment créer des augmentations aussi des attaques contre les personnes trans, notamment celles qui sont les plus exposées. Quand je dis les plus exposées, un rappel historique, c'est que les personnes trans, si aujourd'hui elles sont visibles, c'est grâce au fait que c'était les femmes trans travailleuses du sexe à la rue, partout, qui ont ouvert cette première visibilité. Ce sont les premières cibles. Et puis, l'autosuicidalité, elle peut aussi être aussi un gros problème face à cette espèce de transphobie généralisée, très puissante par ailleurs. Là où moi je vois vraiment quelque chose de très positif, c'est que pour la première fois, on a entendu parler de la question trans. Je pense des millions de personnes, des millions et des millions de personnes ont entendu les propos transphobes. Mais derrière ça, ce que je trouve positif, c'est qu'il y a eu quand même en France des milliers de personnes qui se sont mobilisées, que quand on lance des mobilisations, les gens ils sont là. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des millions de personnes qui, au-delà de la question trans, ont compris que là, il y a une attente à l'intégrité humaine et que ce n'est pas possible de promouvoir une politique de ne pas laisser travailler les personnes trans, tout court. Pas parce qu'elles sont trans, mais tout court, l'enlever le travail à quelqu'un, c'est l'enlever une place humaine dans la société. Donc, c'est là où il y a un vecteur de mobilisation qui s'est créé derrière cette incitation à la haine, et j'y crois beaucoup. Et ça passe vraiment comme des messages par ailleurs très positifs, parce que quand on regarde évidemment les réseaux sociaux et tous ces appels à l'incitation à la haine, on voit vraiment une mobilisation aussi numérique qui se bat, qui va débattre avec beaucoup de violence, oui, mais ça n'a jamais été pacifique. La lutte, je ne veux pas dire que c'est
nécessairement prendre les armes, mais aujourd'hui, les armes numériques, elles font partie, en fait. Et le débat numérique, c'est quand même un espace puissant. Donc, moi, j'y crois beaucoup à cette vecteur de mobilisation et voilà, la preuve, on est là. Merci beaucoup. Justement, tu disais, adolescente, tu n'avais pas forcément de représentation et de visibilité par rapport à cette question de support, de finalement s'imaginer ou de modèle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait voilà, des modèles, que ce soit des personnes ou des personnalités ou des films ou des séries ou des artistes que tu trouves intéressants par rapport au discours, à la représentation qu'ils peuvent donner et qui sont des bons moyens aussi de parler de tous ces sujets-là? Et là, c'est vraiment très personnel et surtout très personnel à l'association comme une autre politique. Nous pensons que oui, les questions d'avoir un modèle, c'est important pour beaucoup de choses. En revanche, quand il s'agit de la question trans, nous, on a le sentiment que des fois, les modèles ne sont pas vraiment représentatifs de toutes les réalités, que les modèles, ils peuvent être aussi dangereux parce qu'il y a malgré tout des modèles qui ne sont pas forcément, et je parle des modèles trans, références trans plutôt, qui aujourd'hui porteraient des messages pas très clairs non plus sur le plan quel est vraiment l'impact de la transphobie pour les populations les plus marginalisées et qui pourrait faire passer aussi des messages des fois un peu de droite, extrême à droite. La partie positive de ces références-là, c'est qu'elles existent et ils s'ouvrent des chemins, et ils s'ouvrent des portes, et ils s'ouvrent des espaces. Et ça, c'est très positif. Pour nous, aujourd'hui, la question des références, ça se pose comme un enjeu majeur. Mais en réalité, je pense que Laverne Cross, qui est une actrice américaine, black, aujourd'hui, pour moi, elle porte vraiment, elle incarne vraiment une référence. Une référence qui a su vraiment créer des espaces, de rappeler à quel point les médias sont co-responsables aussi des meurtres des personnes trans ou des violences exercées à l'encontre des personnes trans, comment le cinéma a perpétué, créé vraiment finalement le dégueulasse d'être trans, comment il a été toujours utilisé dans le cinéma pour donner une image de troubles, de perversité, de marginalité. Et donc, elle incarne vraiment une référence très importante sur le plan international pour nous. Et puis, parce qu'en plus, elle porte en elle aussi une sorte de vie touchée par l'intersectionnalité. Et je pense qu'elle est très sensible sur le plan de conscience communautaire. Donc voilà, pour nous, elle a créé aussi un film qui est sur Netflix, et ça m'échappe le nom, mais voilà, Laverne Cross sur Netflix, elle a créé ce documentaire qui parle vraiment de toutes ces questions du cinéma et les violences perpétuées par les médias. Merci beaucoup. C'est vrai que en t'entendant, ça me faisait penser alors à un film qui, pour les psys, c'est un petit peu la même chose. C'est un film assez problématique. C'est Le Silence des agneaux, où on voit aussi qu'il y a une convergence des représentations compliquées, en l'occurrence, puisque le psychiatre est un cannibale et le serial killer est une personne trans. Et on voit qu'en termes de représentation, on était très loin du compte. C'est vrai qu'on le revoit avec des yeux aujourd'hui. Dernière question avant qu'on passe aux questions de la salle. Quels sont tes projets du coup par rapport à ton engagement et notamment Accept-ST? Est-ce qu'il y a des choses que tu espères là pour l'année à venir? Merci. Je pense que quand je peux me dire que j'ai la chance d'être encore là, la chance peut-être de pouvoir continuer à élaborer des stratégies de résistance pour la communauté, le tout en restant quand même dans un esprit de bonheur. Je pense que notre pas suivante, ce sera de renforcer les capacités socio-économiques des personnes trans, notamment les plus défavorisées. Nous avons une revendication très politique sur la reconnaissance du travail du sexe. Et nous, en même temps,
nous laissons le livre choix aux personnes pour que nous, on puisse les accompagner quand ils veulent faire une reconversion ou qu'ils veulent rester moitié-moitié. C'est pas à nous de décider. Dans ce même sens-là, pour nous, la stratégie suivante est tester la mienne, c'est ça de les aider une par une à créer leurs propres espaces socio-économiques. Est-ce que c'est l'ouverture d'un salon de coiffure? Est-ce que c'est l'ouverture d'un cybercafé? Est-ce que c'est, peu importe ce qu'ils souhaiteraient faire, nous, on pense que la phase suivante aujourd'hui, c'est effectivement les faire évoluer dans leur capacité économique. Et on le sait très bien qu'avoir un salaire, ça veut dire être moins discriminé, être moins fragilisé, être moins isolé. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, je pense que je vais continuer à bâtir des choses pour la communauté trans la plus défavorisée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce discours très positif et très inspirant.